Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour nous écouter. Nous allons donc parler de la conservation des légumes. Alors, je vais d'abord vous présenter les intervenants. On va commencer par Julie. Julie Ménout, vous êtes ingénieure de formation. Aujourd'hui, vous êtes à l'origine de la société Les Jarres Crus, qui est une entreprise de production de légumes fermentés bio et locaux basée à Bordeaux. Et vos produits sont distribués dans toute la France. Ce dont vous avez envie aujourd'hui, c'est de faire découvrir les fermentations et ses bienfaits à travers une production de qualité, mais aussi vous faites de la transmission grâce à des ateliers de formation. Exactement, merci. Ensuite, Luna Kyung. Alors, vous êtes coréenne, spécialiste du kimchi et de la fermentation alimentaire, mais pas seulement. On va essayer de parler d'autre chose que de fermentation. Et vous êtes auteur en langue française de plusieurs ouvrages culinaires sur la fermentation, dont L'art de la fermentation, Les secrets de la lactofermentation, coécrit avec Camille Auger. Et aussi les invisibles, 10 façons de les préparer. Donc les invisibles étant les micro-organismes, c'est ça Oui. Invisibles, mais qui existent partout. Exactement. Et vous écrivez le blog La table de Diogène est ronde, qui est vraiment une référence sur la cuisine coréenne et sur la fermentation à la façon coréenne. Et enfin, Loïc Bianassi, qui est historien de l'alimentation ici à Tours au sein de l'IEHCA. Et vous travaillez notamment sur l'art culinaire des 16e, 17e siècles, donc le grand siècle, s'il en est, de la cuisine vraiment importante. Et vous vous intéressez aussi à la notion de patrimoine alimentaire. Et ça, c'est intéressant, la notion de patrimoine. On va essayer de faire rejoindre la conservation avec l'idée de patrimoine. Oui, c'est sûr que c'est un axe sans doute qu'on peut creuser. Alors c'est vrai que moi, à titre personnel, je ne suis pas spécialiste de la conservation des aliments, mais par contre, j'ai envie de dire, puisque ça rencontre tout un tas de traditions culinaires, on peut penser qu'il y a tout un tas de points d'accroche sur la longue durée et sur les représentations qu'on se fait des produits traditionnels aussi. C'est ça. Alors la conservation des légumes et des fruits, parce qu'on parle de végétaux au sens large, ça a toujours été une préoccupation des hommes depuis la plus lointaine préhistoire, parce qu'on a toujours voulu protéger nos ressources, faire qu'on ait à manger même pendant les mauvaises saisons, pendant les périodes où où la chasse est mauvaise, où la récolte est mauvaise. Donc on a envie de conserver tous les végétaux. À l'origine, c'était les végétaux sauvages qu'on pouvait cueillir. Maintenant, ce sont les végétaux qu'on cultive. Mais cette préoccupation, elle a toujours existé. Alors, il existe plusieurs manières de transformer les légumes, enfin de conserver les légumes plutôt. Alors, je ne sais pas si on pourra parler de tout aujourd'hui, parce qu'il y a de nombreuses techniques. Est-ce que vous pouvez nous les résumer, Loïc ? Alors les résumés, justement, j'ai pris des notes, parce que sinon je savais que ça allait partir dans tous les sens. Donc je crois de ma part, j'entends, je pense qu'on peut isoler peut-être 6 façons, 6 modes distincts de conservation des aliments, puisque en fait, conserver des aliments, c'est détruire les micro-organismes ou inhiber leur action, en fait, fondamentalement, c'est-à-dire l'action de ces micro-organismes qui fait que les aliments se décomposent. Donc il s'agit de modifier l'aliment et ou son milieu, en fait. Donc je crois qu'on peut arriver à 6 types de traitements par la chaleur, tout d'abord. Alors, notamment tous les procédés modernes, depuis le 19e siècle, pasteurisation, stérilisation, apertisation. Premier point. Deuxième, par le froid. Là aussi, procédés plutôt modernes, de surgélation, congélation, réfrigération. Troisième type, par modification de l'atmosphère. Là encore, des procédés modernes, conditionnement sous vide, un emballage étanche. Et puis, on a le principe qui renvoie à tous les procédés, donc le 4e principe, procédé plus ancien, c'est la séparation ou l'élimination de l'eau.
Et là, on a dedans, alors soit des choses, j'allais dire, très modernes, comme la lyophilisation, soit au contraire les procédés les plus traditionnels, salage, confisage, saumurage, fumage, alors qui généralement en fait est le complément du séchage, hein, et justement déshydratation et séchage. Donc là, le principe, c'est d'éliminer ou de réduire au maximum l'eau. Ensuite, on a, j'allais dire, votre cheval de bataille, ce qu'on peut appeler la conservation par acidification, c'est-à-dire concrètement la fermentation. Et ensuite, on a la ionisation, la procédé, j'allais dire, ultra moderne. Et il y a un dernier procédé, alors que je connais assez mal, c'est celui du faisandage. Je crois qu'on peut mettre un peu à part, qui est une forme aussi de fermentation, mais qui, j'allais dire, de par on va dire, tous les préjugés qu'il peut véhiculer, que j'ai préféré mettre à part, en fait, en tout cas dans nos cultures. Donc voilà, je crois qu'on a là les 6 moyens de conserver les aliments, 7 moyens de conserver, préserver les aliments. Et encore une fois, historiquement, le principe premier, ça a été d'éliminer l'eau, en fait, pour conserver les aliments. Et notamment le séchage, le saumurage. Là, on a les principes les plus anciens, où on trouve trace, voilà un terme qui ne veut rien dire, la nuit des temps, la plus haute antiquité. Là, clairement, on a les procédés les plus anciens. Oui, vraiment très très anciens, parce que par exemple, si on fait référence à Ötzi, vous vous rappelez la célèbre momie qu'on a retrouvée dans les Alpes, à la limite d'un glacier entre l'Autriche et l'Italie. Donc il date de 5000 ans. On a analysé le contenu de son estomac. Et on a découvert on a donc retrouvé son dernier repas, et on a découvert notamment qu'il avait mangé de la viande boucanée, de la viande séchée, et il avait aussi des traces de légumes moi je suppose qu'ils avaient été fermentés, parce que il y a une indication, on nous dit qu'il avait mangé du bouton d'or. Or, le bouton d'or, c'est une plante qui est toxique à l'état cru. On peut pas, non, ça se mange pas. Et le fait de faire fermenter cette plante, ça lui enlève sa toxicité. Donc s'il avait mangé du bouton d'or, il y a de grandes chances que ça soit fermenté. Enfin, on n'en a aucune preuve, évidemment, mais c'est une supposition. Et il avait aussi des traces de céréales qui avaient été cuites sur un foyer. Alors on ne sait pas si c'était de la galette, une galette ou du pain levé, mais en fait, il y avait déjà une trace d'élaboration assez poussée donc de ces aliments. Luna, ouais. Je pense que c'est bien que vous parlez de boutons d'or, parce que la conservation, aujourd'hui, il y a toute une organisation agricole pour cultiver, pour la prévision. Et à l'époque, j'imagine, il y a eu beaucoup de cueillettes sauvages. Et c'est justement, il y avait aussi des végétaux qui ont aussi des toxines de manger telles qu'elles est. Donc il était plus que le plaisir du goût, c'était question de survie, de traiter tous ces végétaux qui sont sauvages et parfois avec des toxines dont la fermentation intervient pour justement neutraliser, et au niveau substance, mais c'est aussi au niveau de texture aussi, la fermentation adoucit, et donc c'est plus digestif. Et donc voilà, c'était la cueillette au moment où ça pousse, on récolte, et pour les prochaines saisons, on le garde, la conservation. Ouais, ça. Ouais, exactement. Non, c'est vrai que du coup, on est sur cette idée que, alors, conserver donc pour manger plus tard, mais évidemment aussi, en l'occurrence, ces techniques permettent tout simplement de rendre ça consommable. Ouais, c'est le cas là, et je sais pas, on a le cas par exemple chez les Incas de certaines techniques autour de pommes de terre qui ne seraient pas comestibles, et qui, alors avec un traitement qui justement alterne grand froid et chaleur, ce type de variétés, notamment qui ont la faculté de pousser en altitude, mais qui par contre ont l'inconvénient de ne pas être comestibles, deviennent comestibles. Donc on parle de techniques de conservation, mais on voit, et je sais qu'après on parlera du goût aussi, mais on voit que même comme premier souci, il y a aussi tout simplement la capacité de ces produits à être consommés. Et c'est de là aussi, ça commence finalement le séchage aussi, finalement ça
superpose beaucoup avec le travail d'herboriste, pharmaceutique, parce que dans le botanique aussi, en séchant des herbes, en manipulant un petit peu ce qui est dedans, finalement, infusion, les médicaments, est directement lié, donc ces questions survie, santé, tout ça. C'est vrai que la fermentation, ça permet d'attendrir les fibres des légumes et de les rendre beaucoup plus digestes pour le corps. Et c'est vrai que même le chou qui est digeste, qui est pas toxique, il y avait des variétés de choux avant qui étaient toxiques, qui sont devenues non toxiques grâce à la fermentation. Même le chou qu'on connaît aujourd'hui, tout le monde ne le digère pas cru ou cuit. Le topinambour aussi, alors que fermenté, tout de suite, on en mange des moins grosses quantités, mais on le digère très bien. On peut dire aussi que ça élargit le panel des plantes alimentaires, finalement, ces méthodes. Oui, et puis, alors ça, oui, c'est sûr, ça élargit le panel, avec les exemples, par exemple, qu'on vient de donner. Et puis, il est clair aussi que, pour prendre, alors je sors des végétaux, pour prendre l'exemple du lait aussi, oui. C'est-à-dire que, si on reste un peu sur la fermentation, parce que je sens quand même que c'est le tropisme, on a du mal à penser, par exemple, le fromage comme un mode de conservation. Oui, on le pense vrai. comme un produit, mais c'est aussi un mode de conservation. C'est-à-dire que la quantité de lait, le lait, ça ne se conserve alors vraiment pas. Et là, justement, faire du fromage, c'est un moyen de conserver du lait. Et on ne se rend finalement pas compte à quel point la nature, alors l'existence même, dans le cas du fromage, d'un produit est liée à ce souci. Et puis la nature des produits qu'on connaît. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un jambon qui a été fumé, bon, c'est juste parmi tous les jambons, il y a jambon cru, jambon cuit, bon, c'est un jambon parmi d'autres, mais en fait, c'était une nécessité initialement. Et c'est vrai qu'on perd de vue, évidemment, aujourd'hui, et depuis un certain temps, cette dimension-là. C'est logique, mais... Parce que maintenant, on va au supermarché, on achète à manger, on n'imagine pas de faire des réserves comme ça pour la mauvaise saison. Mais il y a une génération plus tôt, moi je me souviens, ma grand-mère faisait des grandes jarres de haricots verts. Ceux qui sont d'origine alsacienne peuvent aussi témoigner que leur grand-mère faisait des jarres de choucroute qu'on gardait à la cave. Et là, ça s'est complètement perdu aujourd'hui parce que c'est tellement plus facile d'aller acheter quelque chose au supermarché. Mais on perd aussi une dimension à la fois culturelle et à la fois gustative. On va en parler tout à l'heure. Ça revient quand même parce qu'on se rend compte que l'ultra-transformation, c'est pas ce qui nous fait du bien. Et donc, du coup, les gens reviennent quand même à s'approprier des techniques de conservation à la maison pour avoir des produits plus sains disponibles. Oui, d'autant plus que la fermentation, comme le séchage, ce sont des techniques tellement faciles. Il suffit d'apprendre 2 ou 3 choses. Tout le monde peut faire à la maison, qu'il soit dans une ferme, une maison de campagne ou même dans un petit appartement. Il suffit d'avoir un bocal de bonne maman vide et de légumes et de sel accessible. Puis même pour le séchage, on n'est pas obligé d'avoir un déshydrateur. On peut faire sécher des choses. Il y a une image qu'on peut même sécher sur le sèche-linge aussi, dans un panier, sur le radiateur. Sur le radiateur, voilà. Exactement. Et en fait aujourd'hui, toutes ces méthodes peuvent être vraiment à l'ordre du jour parce qu'on cherche vraiment à éviter le gaspillage alimentaire. Il y a un souci. Déjà, qu'on me cite une époque où on n'a jamais on ne voulait pas éviter le gaspillage alimentaire. Je pense que c'est des préoccupations qui sont vraiment de tout temps. On a toujours voulu préserver les ressources et éviter le gaspillage alimentaire. Et on veut aussi être en phase avec les saisons, parce que ça permet de prolonger la saison. Oh oui. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des plantes sauvages. En Corée, le printemps, c'est une véritable saison de cueillette. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est réglé parce que tout le monde veut y aller. Après, ça va saccager la montagne. C'est réglé, mais on va aller à la montagne pour cueillir des nouveaux pousses parce que pendant l'hiver, les nutriments manquaient un petit peu, surtout au niveau de vitamines. Mais c'est de récolter et de pocher ou sécher pour manger plus tard parce qu'on est encore au début du printemps, il fait encore froid. Et sinon, à l'entrée de l'hiver, à l'automne, dans la saison de radis et le chou, on fait cette cérémonie collective de préparer le chou, kimchi en quantité, qui s'appelle kimjang, donc c'est un kimchi d'hiver,
en Corée, un chou pèse 2 ou 3 kilos et une famille, aujourd'hui la tradition est un petit peu perdue, mais normalement une famille de 4 personnes prépare à l'entrée de l'hiver 50, 100 choux pour passer l'hiver. Donc, on ne peut pas juste faire ça tout seul en unité d'une famille. Du coup, les voisins viennent, on travaille aujourd'hui, demain, on va aller chez l'autre voisin, et ainsi de suite. Donc, ça fait un rituel social, une cohésion communautaire, et tout en formant une culture identitaire. Et c'est justement préparer l'aliment ensemble et préparer le temps dur ensemble. Ça... Ben voilà, c'est anti-gaspillage, mais c'est vrai aussi, de là, il y a beaucoup de chutes qui sortent dans cette préparation. Il va être destiné au séchage pour préparer séparément autre chose. Donc, social, anti-gaspillage, et cette fermaison en communauté a toutes ses vertus. Ouais. Tout à fait. Ben, en Europe aussi, parce qu'en Alsace, pareil, autrefois, quand la saison des choux arrivait, on préparait, donc il y avait de grandes quantités de choux qui arrivaient tout en même temps, et on se réunissait au niveau du village très souvent pour préparer les tonneaux de choucroute pour chaque famille ait à manger. Et donc, souvent, on se prêtait la râpe parce que ça demande du matériel. Tout le monde n'avait pas la râpe, alors on se la prêtait. C'était fait de manière communautaire, justement. Et souvent, c'était l'occasion de faire une fête. C'est ça. Oui, oui. Donc, il y avait des rituels comme ça, des choses qui revenaient. Et ça, c'est vrai. Bon, je parle de l'Alsace, mais pas uniquement. Dans toute l'Europe de l'Est, on retrouve les mêmes choses. Bah, t'imagines, en Occident aussi, il y avait autant de préparations. Probablement, les traditions sont un peu perdues entre-temps parce qu'il y a eu l'industrialisation en Europe assez tôt et il y avait un hygiénisme qui est arrivé au 19e siècle. Et probablement en Asie, hors de ces phénomènes, ça a favorisé de conserver toute cette tradition de fermentation. Oui, c'est ça. Je pense que ça c'est mieux conservé. C'est vrai, en Asie, c'est plus vivant. Même dans des pays très, très développés industriellement, comme le Japon, par exemple. Le Japon, c'est aussi un pays... il y a aussi une nourriture industrielle. Mais au niveau à la maison, au niveau du foyer, il y a toujours des fabrications comme ça de produits, comme en Corée aussi. On a une culture, tout ce qui sont invisibles, peut-être probablement invisibles, c'est un titre que j'ai donné, ça vient de ma culture. On a cette culture vis-à-vis de l'esprit des ancêtres et tout ce qui touche le côté invisible. Et donc, c'est aussi les anciens considéraient la procédure de fermentation un peu comme si c'était quelque chose d'un magique, mystérieux. Et dans notre culture, ça coïncide un petit peu, ce pouvoir invisible qui nous protège, qu'ils soient les ancêtres ou des microbes. Je pense qu'il y a aussi ça a favorisé un petit peu cette perduration, comme on dit. C'est cette continuation de cette culture. Et justement, le fait qu'il y ait des rituels, tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il n'y a pas ça pour les conserves à pertiser, par exemple. Les conserves à pertiser, on les fait plutôt chez soi, tout seul. On va se faire ces bocaux de haricots verts qu'on va faire bouillir dans la cocotte minute. Mais il n'y a pas tout ce côté rituel, ou en tout cas, ce n'est pas encore ancré. Ça va peut-être venir plus tard. C'est l'industriel, justement, parce qu'on a besoin d'une force, une locomotion vraiment très forte, justement, pour avoir cette culture de chaleur et la force, d'où l'industrialisation était nécessaire. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est beaucoup plus... parce que pour cette pratique de la pertisation, en fait, elle est plus saine fabriquée par les industriels que fabriquée à la maison, alors que c'est le contraire pour les autres styles de produits. Alors, on peut peut-être parler aussi du goût, parce que le goût est important. Ces techniques de conservation, si ça avait rendu les choses mauvaises, je pense que ça n'aurait pas perduré, parce qu'on n'aime pas manger
des choses mauvaises. Reste à savoir ce que ça veut dire mauvais, parce que oui, quand, mauvais, c'est relatif. Quand tout à l'heure on parlait du faisandé et qu'on lit certains types de préparations dans certaines cultures qui seraient tout à fait immangeables pour nous. Donc voilà, du coup, je ne sais pas. Ça, c'est culturel aussi. Ben oui, mais c'est toujours la complexité de savoir. On a souvent l'impression que ce n'est pas nécessairement la technique qui est au service de nos goûts. Ça peut être aussi les contraintes techniques qui créent des goûts. Là, on rentre dans des considérations un peu compliquées. Tout à l'heure, je disais, on est dans la nuit des temps. Quelque chose de très salé pourrait nous être insupportable. Donc c'est compliqué de déterminer ça. Ce qui est mauvais, c'est toujours la technique de l'autre. C'est plutôt ça, oui. Notre manière à nous, elle est toujours très bonne. Par exemple, je sais pas, vous faites manger du roquefort à un Chinois, il va trouver ça épouvantable. Mais il y a par exemple des tofu fermentés qui sont pleins de poils, plein de moisissures, et nous on trouve ça ignoble. Voilà. Donc c'est une question de culture vraiment. Les choses peuvent évoluer, mais par contre il est clair que, en effet, la technique est importante. Et d'habitude aussi, parce que tous les aliments fermentés, ça développe des saveurs différentes, qu'on peut appeler umami par exemple. Et ça séduit. Enfin, la première fois qu'on a goûté dans nos vies, en général, du café qui est fermenté, de la bière, du vin, etc., on a eu besoin de s'habituer à ces nouvelles saveurs avant, en général, de les apprécier. Et pour la fermentation des légumes, c'est tout à fait pareil. La première fois qu'on goûte, en général, c'est une saveur un peu acidulée. On a l'impression que tout est pareil. Et puis, au fur et à mesure, on découvre un peu les saveurs qui ajoutent vraiment quelque chose en plus. Pour les viandes faisandées ou les poissons, ça doit être pareil. C'est des petites saveurs qui ajoutent la subtilité au plat. Et je pense que cette diversité de goût, c'est à la fois un agent de fermeture parce que tu ne peux pas apprécier le goût de l'autre, mais en même temps, une fois qu'on est initié à un goût de l'autre, c'est à partir de ça qu'on peut communiquer, comme quand on voyage ailleurs, on commence par manger la nourriture du pays. Et moi-même, je suis le témoin d'avoir craché mon premier morceau de fromage de chèvre. Et aujourd'hui, c'est mon fromage préféré, c'est du chèvre. Voilà, donc la fermentation a ce double tranchant. C'est à la fois très communautaire, identitaire, mais une fois qu'on y rentre, ça devient une véritable ouverture aussi, à partir du moment où on l'accepte. Ouais. On finit par s'habituer, et finalement, en écoutant l'histoire, ce qui est, on finit par s'habituer, et on finit par aimer aussi. Il y a une histoire de tolérance dedans. Je pense aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour parler un peu d'autre chose que de fermentation, le goût est aussi présent dans les aliments séchés, dans les aliments desséchés, que ce soit les champignons, par exemple, les champignons séchés, ça a un goût très, 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 très intéressant. Non seulement le goût est préservé, mais je crois qu'il est même un peu remonté. En termes d'acide glutamate, ça augmente. Oui. Non, vas-y. Et donc là, on parlait du goût, c'est souvent conservation, hime. Tout à l'heure, on a parlé de perte de humidité, donc perte de fraîcheur. Et en plus, dans une société comme aujourd'hui où la fraîcheur est vraiment idéalisée, la conservation rime un petit peu comme ils perdent du goût. Mais en réalité, moi, je dirais, on pourra dire c'est plutôt un enrichissement parce que ça ne veut pas dire qu'on consomme frais des produits de saison, mais en autre côté, en conservant, certaines comme champignons, tomates séchées aussi, ça augmente beaucoup certains produits animaliers aussi, ça augmente aussi le goût, tout ce qui est jambon, coquillage et tout ça. Et on peut, en séchant, par contre, ça concentre le goût. Et il y a aussi, par exemple, en Corée, qui est une culture assez aujourd'hui, c'est vrai qu'on mange pas mal de viande, mais traditionnellement très végétarien. On a besoin aussi d'aliments consistants, mais à partir de végétaux. Du coup, les végétaux séchés, réhydratés, préparés d'une telle façon, apportent quelque chose qui n'est pas le légume d'origine, parce qu'il a gagné en consistance, et aussi ce côté un petit peu, certains diront, ça un peu goût de foin, mais c'est un goût plus subtil, c'est un petit peu fumé, donc le végétal gagne quelque chose un autre statut que le végétal frais. Ce qui fait donc un végétal frais, c'est une chose, mais en conservation, que ce soit séchage ou fermentation ou confit au sucre ou au sel, il enrichit en fait la palette du goût.
ce n'est pas une perte de goût, en fait. On va dire que ce sera un enrichissement, j'aimerais bien dire. Oui. Ouais. Oui, c'est sans doute un enrichissement. Et ces méthodes ont aussi façonné des goûts, les goûts de la cuisine de certaines régions. Justement, parce que, par exemple, je pense dans les pays de l'Est de l'Europe, on aime les soupes acides, comme on connaît le bortsch, qui est une soupe, le bortsch ou le bartsch en Pologne, en Ukraine, en Russie. Donc, ce sont des soupes très populaires dans ces pays-là. Et ces soupes ont une saveur acide qui était donnée autrefois par le légume principal, souvent de la betterave, mais il y en a d'autres aussi, qui était fermenté. Aujourd'hui, dans les recettes modernes, on vous dit d'ajouter du vinaigre, donc de prendre des légumes frais et d'ajouter du vinaigre, mais c'est pas du tout, au point de vue goût, ce n'est pas du tout la même chose, ça ressemble pas du tout, parce que simplement le goût du légume fermenté vient de l'acide lactique, alors que le vinaigre, c'est de l'acide acétique. Donc les goûts sont différents, ce sont deux acides. Si vous les goûtez l'un après l'autre, vous les reconnaissez facilement. L'acide lactique étant beaucoup plus subtil, moi je trouve beaucoup plus élégant que le vinaigre qui a un côté un peu brut, comme ça, un peu vraiment acide. Et donc ces soupes, elles ont une très légère acidité, et ça a façonné le goût des gastronomies, des cuisines dans ces pays-là. Il y a d'autres exemples aussi, par exemple... Les condiments acides en Inde aussi. En Inde, tous les petits, si vous allez au restaurant indien, on vous met sur le côté de l'assiette des petites coupelles avec des chutneys, des achars, des choses comme ça. Souvent, ça a un goût acide qui est donné par la fermentation, parce qu'autrefois, c'était des choses qu'on conservait donc dans des jarres et on les préparait une fois ou deux fois par an et puis on les servait ensuite tout au long de l'année. Donc ces petites choses qui sont issues d'une conservation ajoute quelque chose dans le goût de la cuisine de ces pays. Aussi dans les pays arabes, dans la cuisine des pays arabes avec le sucre, parce que le sucre est aussi un conservateur, c'est aussi un moyen de conserver. On fait des confitures, on fait aussi des fruits confits. Donc ça, c'est surtout... originaire de la cuisine, de la gastronomie arabe médiévale. Je pense que vous n'êtes pas trop spécialiste de cette époque, mais vous pouvez peut-être nous en parler un peu. Puisque de toute façon, la canne à sucre, je veux dire, était alors historiquement originaire de Nouvelle-Guinée, mais a voyagé, ensuite est passé par l'Inde. Et donc, en effet, sont développées dans le monde arabe médiéval de grandes exploitations sucrières, en fait. Et donc, c'est développé aussi une gastronomie du sucre, alors avec toujours une frontière assez floue avec l'art de l'apothicaire, c'est-à-dire que ces produits étaient aussi un moyen de se soigner, alors en prenant du plaisir, hein, donc c'est pour ça que je dis que la frontière est assez floue, et il y a toute une tradition comme ça qui ensuite a gagné l'Europe, l'Occident. De toute façon, la canne à sucre elle-même a gagné l'Occident à partir du XIIIe siècle. On s'est mis à en cultiver en Espagne, en Sicile. Et donc, tout un tas de... Et là aussi, toujours avec une frontière ténue avec les pratiques des apothicaires, mais tout un art du sucre et notamment de la conservation des fruits confits, des pâtes de fruits. On parlait aussi de confiture. Le terme confiture, jusqu'à assez tard, peut-être même au XIXe siècle, en fait, qualifiait tout un tas de produits. C'est-à-dire pas seulement les confitures, je parle en français évidemment, pas seulement les confitures telles qu'on les entend aujourd'hui, mais aussi les pâtes de fruits. Donc c'est toute cette science-là, cette science du sucre, cette science de la conservation par le sucre. En effet, on peut la repérer dès certains traités du Xe siècle, peut-être même avant, arabes, en Irak actuel notamment, et puis ensuite, comme ça, voir l'évolution et comment l'Europe a été gagnée aussi par ces techniques. Oui, des manuscrits qu'on a trouvés à Bagdad, je crois, qui sont Tout à fait. de cette époque-là. Et justement, c'est amusant parce que les premières recettes qu'on a de fruits confits, de pâtes de fruits et tout ce genre de choses étaient en fait des traités de médecine. Enfin, c'était destiné... Mais ça, c'est resté le cas. On trouve même au XIXe siècle des traités en France et ailleurs qui sont des textes de pharmaciens et on se rend compte qu'il y a dedans plein de confiseries. De toute façon, la frontière n'a été levée
Et encore, il y a peut-être encore des zones un peu grises. On sait bien que parfois, il y a certains médicaments qu'on aime bien prendre parce qu'ils sont bons. Ils sont sucrés, Voilà. Mais finalement, ça s'inscrit dans cette tradition-là. C'est au XXe siècle que réellement, quand même, il y a une frontière beaucoup plus solide qui s'est établie. Et c'est hérité des Grecs, qui ont sans doute hérité des Égyptiens aussi. Et à l'époque des Grecs, c'était le miel, c'était pas le sucre. Et on a par exemple une recette de pâte de coing d'après Galien, qui était un médecin grec de l'Antiquité. Et la recette, c'est exactement la même recette que la pâte de coing qu'on peut faire aujourd'hui. En fait, vous remplacez le sucre par du miel et vous obtenez la pâte de coing telle que les Grecs, les anciens, le mangeaient. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé du miel, parce qu'en Occident, par contre, alors, il y avait des techniques, évidemment, de conservation par le miel, mais elles sont assez mal connues, par contre. C'est-à-dire que on a des textes, des éléments, mais c'est assez rare. Souvent, on a l'idée, le sucre a remplacé le miel, mais ce n'est pas si clairement documenté que ça. C'est vrai. En tout cas, il y a eu une époque où c'était flou. On utilisait les deux, et je pense qu'on utilisait le miel plutôt pour son goût que pour après. Une fois que le sucre est apparu, on a continué à utiliser le miel. D'ailleurs, on l'utilise toujours aujourd'hui, mais pour son goût, parce qu'il a quand même un autre goût que celui du sucre. Et le produit de conserver au sucre que tout le monde connaît, c'est le pain d'épices aussi. Oui. En fait, c'est fait, je crois qu'à l'origine, c'est du miel, mais c'est quand même, comme vous avez dit, le sucre. Ce qui est contradictoire, c'est que le sucre, c'était un bienfaiteur, c'est-à-dire il fait partie de médicaments. Et surtout à l'époque, le sucre étant rare, c'était peu, on ne pouvait pas manger à moins qu'on ait un seigneur d'un château et tout ça. Donc c'était un médicament qui apportait de la vigueur, la force et tout ça. On peut tout, comme le bouillon de viande aussi, à une époque, c'était du médicament. Voilà, parce que quand tout était rare, ces choses-là, le gras était du médicament et le sucre était bien. Alors aujourd'hui, contradictoirement, c'est devenu en quelque sorte de poison dans notre vie. Oui. Et donc, la conservation au sucre, ça a été justement, quand on parle de sucre, on ne peut pas ne pas parler de l'alcool, parce que ça vient de là aussi. Et l'alcool lui-même intervient aussi parce que ça permet d'extraire certaines substances des végétaux, que ça intervenait aussi comme un élément de santé, à part le plaisir psychoautomatique aussi. Et de là, l'alcool. Et donc sucre, l'alcool, et ça devient le vinaigre. Et le sucre, en fait, à l'origine de plein de choses dans la conservation. Et aussi, on sèche aussi à partir de sucre, comme le pâte de fruits et tout ça. Tout à fait. Il y a l'ail confit au miel, qui est un puissant anti-petit mot de l'hiver qu'on oublie aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, l'alimentation, c'est quand même ce qui nous maintient en bonne santé. Aujourd'hui, on a tendance à prescrire des médicaments un peu à tout va, alors que revenir à des bases de ce qu'on mange au quotidien de manière intelligente pour se maintenir en forme, c'est que l'alimentation soit ta première médecine, c'est la logique qui est un petit peu oubliée aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais pour la conservation au miel, je repense, il y a des recettes dans Apicius et Pline en parle aussi, on peut conserver tous les fruits dans le miel. Donc on les mettait simplement. Alors, il donne la méthode. Donc il faut prendre des fruits très sains, qui ne soient pas du tout abîmés. On les plonge dans du miel et ça va se conserver pendant des mois. Vous pouvez avoir plus, vous pouvez essayer, ça fonctionne. Non, tout à fait. Tout à l'heure, je parlais des... Parce que là, encore une fois, quand j'évoquais les différents types de conservation, au sucre, au miel, l'idée, c'est d'extraire l'eau. C'est d'extraire l'eau par le sucre et de gorger les fruits, voilà. En fait. On remplace l'eau du fruit. C'est ça, c'est le processus d'osmose, en fait. Et donc, on n'y pense pas, mais ça reste le même principe, en fait. Et en effet, le miel remplissait cette fonction. Et en effet, dans l'Antiquité, c'était tout à fait connu, notamment chez les Romains. Oui. Donc aujourd'hui, c'est tout le processus moderne, industriel, toutes les mobilisations énergétiques et finalement de conserver la fraîcheur de l'eau des aliments tel qu'il est et de perdurer maximum de cette fraîcheur des aliments, d'où c'est parti l'industrialisation, frigorification et d'où ces consommations d'énergie qui n'est pas toujours justifiée. Ouais. Je pense que là, on revient en arrière un peu, parce qu'il y
y a quand même un engouement maintenant dans certains milieux, évidemment pas chez tout le monde, mais justement pour ces anciennes techniques, je pense, plutôt artisanales et plutôt ou familiales. Bien cher l'énergie. Voilà, c'est ça, ça devient cher l'énergie. C'est surtout que l'industrie a voulu arriver avec des techniques qui détruisent tout pour, en fait, s'il n'y a plus de vie, effectivement, les produits deviennent consommables, mais s'il n'y a plus de vie, de micro-organismes, ça ne nous nourrit pas non plus. Et je pense que les découvertes un peu plus récentes de ces 10-20 dernières années sur le microbiote permettent de se rendre compte que c'est important en fait, d'avoir de la vie dans nos aliments, de manger des aliments frais, mais aussi des aliments qui sont peu transformés, qui sont non chauffés, qui ont permis de garder un certain nombre de micro-organismes pour justement se nourrir de l'intérieur. Et c'est aussi pour ça, je pense, que ça revient petit à petit. Les techniques où on enlève l'eau et puis les techniques où on garde l'eau, mais où on acidifie pour garder les micro-organismes bien vivants. On a parlé de rituels, aussi de goût. Est-ce qu'on peut aussi parler de techniques, enfin de matériel qu'on utilise, qui sont devenus quelque chose aussi d'emblématique dans les cultures. Je pense par exemple aux jarres de fermentation dans la culture coréenne. Donc tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un patrimoine vraiment de tout ça parce qu'on va revenir à sujet fétiche. Le patrimoine, alors j'ai l'habitude de dire que le patrimoine, ça n'existe pas. Le patrimoine, c'est une représentation qu'on se fait d'un objet. C'est-à-dire qu'il faut qu'une communauté donnée, alors qui peut être un peu protéiforme, ça peut être régional, une ville, un pays, investisse quelque chose d'une valeur patrimoniale. C'est-à-dire qu'il estime, qu'elle estime, la communauté, que cet objet, ça peut être un bâtiment, un monument, et puis ça peut être un plat, sans doute, est hérité du passé et qu'il convient de le préserver. Donc c'est une représentation qu'on se fait d'un objet. Donc à partir de là, rien n'est patrimoine, si on veut, en soi, rien n'est patrimoine. On peut, si le plus beau des monuments, une communauté s'en moque, on peut le raser pour en faire un parking. Il faut que la communauté en question estime que c'est un patrimoine. Et c'est donc d'ailleurs une notion qui a une histoire. Longtemps, rien n'était patrimoine, si on veut aller par là. Eh bien, si une communauté donnée estime que la fourchette est un patrimoine à préserver, parce qu'ils ont inventé la fourchette, et la fourchette devient patrimoine. Je veux dire, tout peut être patrimoine et rien n'est patrimoine. Donc en effet, pour répondre à la question, un plat, des objets, tout ce qui permet, des objets au sens technique, pour réaliser une recette, parce que quand par exemple il y a le kimchi a été inscrit sur la liste de patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, c'est pas le plat qui est inscrit, c'est justement la pratique sociale, c'est le rituel. Ouais. Et un rituel est généralement aussi accompagné d'objets traditionnels, typiques. Bon, généralement là aussi c'est souvent un peu fantasmé, parce que tout a beaucoup plus évolué au fil du temps qu'on l'imagine. Et donc, ce n'est pas nécessairement l'objet pris isolément. Il s'inscrit dans un dispositif patrimonial, si on veut aller par là. Mais par contre, on n'imagine pas le rituel sans cet objet. Donc, il a par ricochet, j'allais dire, il a lui-même cette valeur patrimoniale. Donc, la réponse est oui, clairement. Dire tous ces produits sont du patrimoine, là non, parce que j'ai envie de dire, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment qu'il y ait des gens... et quand je dis des gens, je préfère employer le terme de communauté, qui ont cette représentation d'un objet. Voilà. Et ça, c'est important de dire, justement, on parle de kimchi, donc c'est pas kimchi, kimjang, donc oui. c'est le rituel communautaire de préparation en grande quantité de kimchi pour l'hiver, qui s'appelle kimjang, qui est inscrite à l'UNESCO. Pareil pour la gastronomie française, qui est inscrite, c'est pas la
cuisine française qui est excellente, meilleure que des autres qui sont inscrits, c'est parce qu'il y a un engouement, il y a une passion, il y a une mise en cadre donnée et de l'intérêt que les Français ont donné dans la gastronomie a fait inscrire tout un rituel autour de la cuisine des Français. D'ailleurs, c'est même pas la cuisine, c'est le repas gastronomique. C'est le repas. C'est le rituel du repas. Oui, voilà. Donc c'est comme ça que c'est finalement, c'est pas vraiment objet, mais la culture qui est autour et qui émane finalement collectivement quelque chose qui est patrimoine. C'est pareil, c'est vrai que souvent quand on parle de, excusez-moi, la fermentation, je reviens, on parle de la Corée, mais c'est pas parce que les Coréens font meilleure fermentation que des autres. Par contre, je reconnais que les Coréens ont des passions, dévouement pour la fermentation. Chaque famille, chaque femme a presque des recettes alchimiques sur la fermentation. On a cette place privilégiée pour la fermentation, ce qui fait, peut-être on parle kimchi, on parle les Coréens, la fermentation, mais sinon, c'est vrai que la fermentation, c'est une culture qui est présente dans tous les pays depuis très très longtemps. Voilà, c'est un peu proche de votre patrimoine. En parlant de place d'ailleurs du kimchi, moi j'avais vu des publicités pour un frigo spécial kimchi, oui, c'est-à-dire pour que les odeurs du kimchi n'envahissent pas l'ensemble du frigo. C'est tellement installé dans les habitudes qu'il y a des frigos spécialement dédiés au kimchi. Et vous imaginez, quand j'ai mon frigo, il y a des camemberts, il y a des fromages qui sont forts et le kimchi qui sont forts. Après, quand j'ouvre mon frigo, il y a des choses qui se passent. Il ne faut pas fumer à côté, en fait. Ouais. Et la notion de patrimoine, ça peut être aussi une recette, ou un... Oui, alors, ça c'est compliqué là. Oui, parce que des recettes, il y en a autant que de familles. Exactement. J'ai envie de dire, quand un plat est investi d'une valeur patrimoniale, c'est-à-dire que c'est la représentation, il est le support, on va dire, de le plat, le produit, de représentation sur l'histoire de ce plat, de ce produit. Mais en réalité, si on se met à gratter, on voit que la recette, alors d'une part, il y en a peut-être une par famille, j'en sais rien, et que même l'histoire de la recette n'a jamais été figée. Oui. Donc c'est vraiment une représentation qu'on se fait d'un plat, mais dire que ce plat est un patrimoine, au fond, ça n'a pas de sens, puisque personne n'est capable de donner la recette unique, typique. Là, peut-être qu'en effet, on pourrait dire il y a exactement tel et tel savoir-faire. Or, ça n'existe jamais. Ceux qui fantasment une recette idéale de la bouillabaisse, ils n'ont qu'à regarder l'histoire de la recette de la bouillabaisse. Dès le 19e siècle, on en trouve des dizaines différentes. C'est bien aussi que ça évolue, que ça continue d'exister, exactement. donc on conserve le patrimoine et que ça évolue pour s'adapter aussi aux façons de consommer d'aujourd'hui. On parlait de la choucroute tout à l'heure. Effectivement, la choucroute, il y a le plat traditionnel avec la choucroute cuite, avec du vin blanc, avec de la viande très très riche. Et puis, on peut aussi manger de la choucroute différemment, en petite quantité, dans une salade ou un plat classique du quotidien, sans s'en faire toute une plâtrée très, très riche. Et ce qui est intéressant, c'est les influences aussi d'autres pays. Par exemple, le kimchi est aussi maintenant connu aussi en Occident. Et justement, est-ce que le kimchi, c'est un peu... peut se... Comment dire se l'approprie forcément. On peut se l'approprier d'une autre manière que la manière... Oui, c'est en fait juste pour faire... Étant étranger, effectivement, qui vit en France, c'est que la gastronomie, souvent, c'est un point sensible de nationalisme aussi, parce qu'on a souvent essayé parce que c'est très trivial les manger. Donc, de toucher la cuisine d'un pays, c'est de toucher le plus profond de quelqu'un. Donc, c'est souvent, il y a un grand risque de partir quelque chose assez nationaliste. Pareil pour le kimchi aussi, les Coréens, ils ne veulent pas qu'on touche la recette de kimchi. Et que, non, celui-là, c'est pas de kimchi. Mais moi, c'est parce que aussi j'ai longtemps vécu en étranger et je sais qu'une recette culinaire, c'est jamais pur. C'est presque dangereux de parler d'une recette pure parce que c'est aussi dangereux que de parler d'un peuple pur. Voilà. Oui, donc le kimchi, je suis d'accord qu'il y ait toujours il y a cette évolution. Les recettes, c'est quelque chose de vivant, donc ça évolue. Et quand je vois les kimchi aimés par les générations avant, je parle en Corée, ou les kimchi que les jeunes coréens aiment, c'est pas le même kimchi.
Voilà. Donc, et en plus, aujourd'hui, on importe beaucoup d'ingrédients étrangers et les gens commencent à faire du kimchi avec des produits qui n'existaient pas avant. Donc, ça ne peut pas être le kimchi comme avant et ça change, bien sûr. Ouais. Oui. Très bien. Il y a aussi des techniques de conservation qu'on peut appeler secondaires, dont on n'a pas parlé tout à fait. C'est-à-dire de conserver un aliment dans quelque chose qui est déjà issu d'une conservation. Je pense par exemple, tout simplement, la conservation dans du vinaigre. Le vinaigre, c'est lui-même c'est la fermentation du vin. L'alcool aussi. Ou dans l'alcool, oui, voilà, ou dans l'alcool, exactement. Donc l'alcool, c'est déjà quelque chose qui a été transformé par la fermentation, et on conserve donc autre chose dans cette première. C'est une espèce de cascade de. On peut aussi ensemencer des produits. Voilà. C'est ça. À l'époque où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de frigo. Par exemple, en Corée, on faisait des sauces soja ou des pâtes de soja fermentées. C'était un frigo en soi. Tous les légumes qui traînaient à côté, on mettait tout simplement dans le pâte de soja ou dans sauce soja. Et ben voilà, c'est un geste très, très facile. Et il était conservé parce que c'est un milieu acide, parce que c'est un milieu salé. Et on pouvait mettre ça et manger plus tard, d'une saison après ou quelques jours après. Ça a été justement les produits fermentés. Et en soi, c'est un moyen de conservation par les autres. Je veux dire, c'était un frigo. Oui, c'était un frigo de l'époque. En fait, on conserve une première fois un aliment et on s'en sert. Parce qu'il est devenu antiseptique. C'est un peu en ça, quelque c'est sorte. ça. On parlait tout à l'heure d'éliminer les mauvais micro-organismes. En fait, l'aliment étant devenu antiseptique, il permet lui-même de conserver. Il est acide, il est taux d'alcool ou d'acétique. Forcément ça. Voilà. Et ça existe aussi depuis au moins l'Antiquité, parce que c'est pareil, dans Pline, il raconte qu'on conservait les choux dans du vinaigre, il expliquait. Donc c'est pas quelque chose de très très nouveau. Non, ça fait partie des modes de conservation traditionnels, incontestablement. Tout à fait. Et donc on a évoqué aussi les bienfaits pour la santé. Est-ce qu'il y a des méthodes donc qui sont qui sont meilleures pour la santé que d'autres? Alors, j'enfonce une porte ouverte. Le sucre, comme tout à l'heure, on a parlé, le sucre c'était un médicament, même si aujourd'hui ça a complètement déformé. Et sinon, la santé, les produits conservés, par exemple, séchage, puisqu'on a beaucoup parlé de la fermentation, le séchage apporte, donc, par cette concentration en perdant le goût de l'eau, et ça apporte donc goût. Manger un peu de produits séchés, ça apporte beaucoup plus de fibres, parce que manger certaines fibres par la salade, c'est vrai qu'il faut manger beaucoup de salade, mais en mangeant des légumes séchés, hydratés, on peut facilement absorber une bonne quantité de fibres. Oui, sous un petit volume. Voilà. Ça peut être difficile à digérer, justement, les produits déshydratés. Il faut vraiment manger en toute petite quantité, parce que sinon c'est trop de fibres et pas assez d'eau pour les intestins, et pas toujours facile. Il faut boire de l'eau. Oui, c'est ça. Donc au final, on récupère l'eau. Et par contre, on a parlé des produits au vinaigre et des produits fermentés. Et c'est vrai qu'on les confond souvent, les pickles. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui confondent. Quand on dit pickles, les gens pensent au vinaigre. Ouais. Oui. Et quand on leur explique, nous, je sais qu'on a ce problème-là au restaurant, on dit on fait des pickles. Vous mettez du vinaigre? Non, on met absolument pas de vinaigre, rien à voir, et les gens sont surpris. Il y a quelque chose d'important dedans, en fait, parce que je raconte souvent cette histoire d'un ami qui est un grand fan de cornichons. Donc, comme il aimait bien le cornichon, un jour, tu lui as fait goûter le cornichon fait maison par fermentation. Et il n'aimait pas du tout. C'est parce que le cornichon habituel, enfin, que les gens sont habitués aujourd'hui, c'est au vinaigre. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce goût de bactéries lactiques? C'est en fait, c'est subtil, d'accord, mais en fermentation, en fermentant, il y a aussi le goût de levure qui intervient. Oui, il y a le goût de levure. Donc, ce qui fait, selon cet ami, non, mais j'aime pas le cornichon fermenté parce qu'il y a un goût terreux. C'est souvent c'est les gens qui disent ça. Et c'est pareil pour les aliments desséchés aussi, déshydratés et réhydratés aussi. Il
il y a toujours ce côté, le goût de la terre, et ce dont les gens sont en train de perdre justement, apprécier ce goût secondaire, goût de terre. Et je crois qu'il y a aussi, c'est par là, il est lié avec surtout les jeunes qui sont tout de suite bien addicts de goût des aliments industriels, parce que là, il n'y a aucun goût qui vient de la terre. C'est du goût frais, je ne sais pas comment. Il y a beaucoup de sucre aussi dans les aliments industriels. Le sucre et sel, et même dans les aliments au vinaigre, c'est tellement fort, et un pH tellement acide qu'on a tendance à rajouter du sucre pour les rendre beaucoup plus appréciables en termes de goût, mais là, il n'y a plus de micro-organismes et en plus, il y a plein de sucre. Donc la conservation, à part l'objectif de survie et de vie, et ça apporte, je crois, avantageusement pour l'éducation du goût, parce que dans tout ce qui est des aliments conservés, il y a ce goût qu'on a échangé au début, ce goût de vieillissement du temps que aujourd'hui des gens n'arrivent pas vraiment à apprécier. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on appelle l'umami? Umami, scientifiquement, c'est plus précis, mais c'est vrai que au début, c'est un goût vraiment avec acide glutamique ou inosine ou d'autres choses comme ça qui est très précis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'utilisation courante, le goût umami est devenu beaucoup plus large, un peu diffus, mais on pourra dire que ça, ce goût enrichi, ce goût apporté de fumée, un peu plus. Umami, pas vraiment, parce que à l'origine, dans le umami, il y a un peu de sucre. Oui. Donc, mais en tout cas, c'est un goût approfondi, une grosse partie où il y a le umami. Voilà. Et en tout cas, entre les cornichons au vinaigre et les cornichons fermentés, il y a une grosse différence nutritionnelle. Julie, vous connaissez ça aussi. Oui, exactement. Mais le vinaigre est antiseptique, donc en fait, il va tuer toutes les bactéries, les bonnes comme les mauvaises. Et du coup, on se retrouve avec un produit qui a des fibres, mais pas de vitamines et pas de bactéries. Alors que les aliments fermentés, les bonnes bactéries vont se développer dans le milieu anaérobie. Les mauvaises bactéries ne vont pas se développer. Et du coup, c'est ça qui permet de le conserver. Mais au moins, on a les bonnes bactéries et on a les vitamines des légumes qui se conservent dans les aliments fermentés. Donc, tout l'intérêt aussi du produit, en plus du goût et de tout ce qu'on a dit. La nature est bien faite quand même, parce que c'est justement les bonnes bactéries qui se conservent et pas les mauvaises. Et ça, c'est une scientifique qui m'avait expliqué ça. C'est sans doute le résultat de l'évolution. Parce qu'on a, en fait, depuis 10 000 ans qu'on fait des légumes fermentés, des végétaux fermentés, on a involontairement sélectionné les bactéries qui fonctionnent le mieux, en fait. Et les bactéries, à la fois les pathogènes et celles qui sont responsables du pourrissement, ne survivent pas. Parce qu'elles ont besoin d'oxygène. Parce qu'elles ont besoin d'oxygène et elles ne survivent pas à l'acidité non plus. Donc, ce qui fait qu'à la fin, il ne reste que les bactéries intéressantes pour notre santé et pour le goût et pour la conservation de... Le combo gagnant. Voilà, exactement. Et en fait, c'est un exemple de symbiose entre les bactéries et nous, enfin entre les micro-organismes, parce qu'il n'y a pas que des bactéries, il y a aussi des levures, des moisissures, entre les micro-organismes et nous. C'est une espèce de symbiose, parce que ces micro-organismes, en fait, ils travaillent pour nous, mais ils ont aussi un intérêt à travailler pour nous, parce que dans les jarres ou dans les pots, on leur donne le gîte et le couvert, on les met dans un environnement intéressant pour eux, parce qu'ils sont au chaud, ils ont une température idéale, alors ils prolifèrent, ils se développent. Et parce que le fait de les manger, les bactéries, de manger l'aliment, ça ne va pas tuer les bactéries, elles vont continuer à vivre dans notre propre microbiote. Donc moi je trouve que c'est intéressant cette idée de symbiose entre les micro-organismes et nous. C'est complètement idée écologique, c'est écologie de voir dans le tout ensemble et pas seulement en tant qu'un élément isolé, que tout est lié. C'est exactement, on est dans l'écologie complètement. Dans les légumes fermentés, il y a les bactéries et leur alimentation, puisque l'alimentation des bonnes bactéries, les probiotiques, c'est les prébiotiques qui sont les fibres des légumes. Donc au final, on mange le tout et ça rend plus digeste pour nous et il y a tout ce qu'il faut pour eux à l'intérieur. Alors, on a beaucoup parlé d'aliments fermentés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut conclure Avons-nous encore des choses à ajouter? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle heure il est.
pense que la question qui se pose peut-être, à laquelle je n'ai pas de réponse, moi, peut-être vous davantage, c'est aujourd'hui réellement, puisqu'on évoque un peu cet engouement, mais jusqu'à quel point cela se traduit dans les pratiques réelles de consommation? Je ne sais pas exactement, ces nouvelles pratiques de ce retour aux usages du fermenté, je ne me rends pas compte de l'importance de ces tendances. Je pense que c'est encore une niche. Oui, je pense quand même. Ouais, c'est encore une niche qui a de l'avenir. Qui a de l'avenir. Voilà. Je pense qu'on est au début. Enfin, on espère. On est au début de quelque chose. Ne serait-ce que par le fait que c'est corroboré par la médecine, parce que la médecine est aussi au début de quelque chose. Il y a une troisième révolution médicale. La première, c'était les vaccins, la découverte des micro-organismes, les vaccins. La deuxième, c'était la pénicilline. Et la troisième révolution médicale, c'est la découverte du microbiote, justement. La découverte que les micro-organismes, ils ne sont pas tous à éradiquer, pas tous à jeter, et qu'on en a besoin. Et il y a vraiment des recherches actuelles vraiment très, très intéressantes. Et ça ne peut que venir, parce que c'est justement grâce au progrès scientifique on a pu découvrir la présence de microbiote et le fonctionnement de microbiote. Donc plus que la science avance, plus ça prouve que finalement que les hommes ne peuvent pas vivre égoïstement tout seuls. On a besoin de l'environnement sain, on a besoin de micro-organismes autour, et c'est aussi une grande partie, c'est le progrès technique. Donc je crois que l'avenir est plutôt clair, parce que ça justifie la nécessité d'idées écologiques, liées avec la nature. Tout à fait. Et finalement, ça aussi revalorise tout ce qui est méthode traditionnelle. Justement, scientifiquement, cette fois-ci, avant c'était juste, on priait aux ancêtres pour que la fermentation se passe bien, mais aujourd'hui on sait pourquoi la fermentation se fait, comment faire, avec quelle température il faut donner. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. On a les pratiques sont devenues vraiment scientifiques, tout à fait rationnelles, on va dire. Alors qu'avant c'était ça. On imaginait que c'était les dieux qui régissaient les jarres de fermentation et tout ça. Donc il fallait être gentil pour que la fermentation se passe bien. Effectivement, on comprend maintenant la fermentation, mais malgré tout, ça reste quand même quelque chose, une sorte de résilience, puisque c'est les bactéries qui sont naturellement présentes qui vont se développer. Et ça, c'est quand même quelque chose qui gêne un petit peu l'industrie, parce que c'est pas un ensemencement qu'on va ajouter les bactéries qu'on connaît. Sinon, ça marche aussi, mais on n'est pas tout à fait sur le même processus. Oui, là, c'est vrai. L'industrie veut absolument tout contrôler, tout standardiser. Et dans ces méthodes-là, en fait, on n'est jamais certain du résultat, parce que, pas forcément en termes de réussite ou d'échec, mais en termes de saveur, parce que c'est comme le vin. Un vin d'une année n'a pas le même goût que le vin de l'année suivante. Donc, c'est exactement la même chose pour des légumes ou pour des fruits ou pour autre chose. On n'est jamais certain du goût. Mais le vin a tellement d'ampleur en France que ça passe. Oui. Et la fermentation des légumes, en Corée peut-être, mais en France, ça reste vraiment le tout début de quelque chose qui vient un peu balancer ce qui existe aujourd'hui. Et c'est un petit peu compliqué à arriver vraiment dans l'imaginaire collectif de pouvoir manger quelque chose qu'on ne contrôle pas de A à Z. Les Français qui s'étonnent que le vin, le fromage, c'est fermenté. Oh, c'est fermenté. Oui, c'est vrai. Nous sommes les Monsieur Jourdain de la fermentation, parce qu'en fait, nous mangeons énormément de produits fermentés sans le savoir. Un tiers d'aliments quotidiens sont fermentés. Oui. Nous en mangeons et parfois nous en produisons aussi sans le savoir. Quand on fait des yaourts, on fait de la fermentation, par exemple. Alors, voilà, mais je pense que c'est encore très peu par rapport à toute la scène alimentaire. Ces techniques-là sont vraiment encore très peu pratiquées et consommées, mais oui, il y a des signes, c'est qu'il y a quand même l'industrie qui s'y intéresse, justement. Ils ont remarqué qu'il y avait un engouement. Par exemple, je pense au bois. Enfin, on s'éloigne un peu des légumes. Pour les boissons fermentées, par exemple, il y a des
industriels qui cherchent à produire du kombucha ou du kéfir ou des choses comme ça. Donc c'est qu'il y a quelque chose dans l'air qui est en route, on va dire. Du coup, ils mettent le paquet pour faire le marketing, pour industriel. Voilà, c'est sur la note d'espoir que les boissons seront plus fermentées et moins sucrées. C'est une bonne nouvelle si c'est le cas. Oui, on va... Maintenant, je vais vous demander si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas clair ou quelque chose que vous voudriez voir approfondi. Non, pas de questions. Ah oui, ah oui. Oui. Peut-être vous pouvez reposer la question avec le micro, peut-être. On ne l'entend pas très bien. Nous, on a l'utilisation. Est-ce que c'est approuvé comme... Est-ce que vous en pensez? Ah oui. Est-ce que vous les opposez un peu de manière... C'est toutes les méthodes ne sont jamais en soi bonnes ou mauvaises. C'est juste il y a des produits qui sont effectivement adaptés pour ça et d'autres produits qui auraient d'autres moyens de conserver avec des moyens peut-être moins énergétiques. C'est surtout à ce terme-là, mais comme toutes les choses, c'est pas la méthode qui est mauvaise ou pas, mais d'utiliser cette méthode pour des produits qui conviennent. Je pense que c'est une question de bon sens, un peu à ce terme-là. Et le résultat qu'on veut obtenir avec le produit. Enfin, par exemple, la lyophilisation, ça s'applique. Je ne sais pas si ça peut s'appliquer à tout. Les produits. Ça dépend peut-être aussi de quoi on parle. Si on parle de la qualité nutritionnelle des aliments ou si on parle des qualités gustatives. Oui, par exemple, c'est que si on utilise vraiment une température basse, mais ça congèle un aliment vraiment de manière instantanée, paraît-il que ça conserve effectivement gustativement, textuellement, ça conserve pas mal. Mais pour arriver à cette température basse, effectivement, on a besoin de beaucoup d'énergie. Et comment on justifie? C'est à partir de ça qu'on peut dire que c'est oui ou non. Je pense que c'est vraiment cas par cas. Sinon, comme tous les progrès technologiques, on a de bonnes utilisations, c'est tant mieux. Et sinon, c'est systématiquement, toujours pour avoir le meilleur, c'est probablement d'en faire trop, je pense. Ouais. Mais sinon, il y a des aliments qui est adapté à ça. Et de cette lyophilisation au grand froid, oui, ça donne un résultat effectivement bien. Mais est-ce que c'est toujours nécessaire de le faire? C'est très coûteux en plus. Ça donne des produits très coûteux. Oui. Il y avait même une marque d'électroménager qui voulait faire un frigo particulier, maison, moins de 30 degrés. Et qui était destiné jusqu'à maintenant professionnel. C'est pour justement préserver, acheter un steak comme ça, que si on congèle à cette température, et il sera moins altéré que la congélation ordinaire, habituelle. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, c'est à partir de ça qu'on peut discuter, je crois. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des risques? Parce que vous parliez de bonnes et mauvaises bactéries, et il fallait qu'on s'approprie une saveur différente, donc on ne saura pas, nous, apprécier. Mais comment on peut savoir si le produit qu'on a fermenté est comestible, ou est-ce qu'après il devient dangereux? L'avantage, en fait, avec la fermentation des légumes,
c'est que si la fermentation se passe mal, c'est-à-dire que si des bactéries pathogènes se sont développées, quand vous ouvrez votre bocal de légumes fermentés, clairement, ça sent la poubelle. Vous n'avez pas du tout envie... C'est pire que la poubelle. La décharge, voilà, c'est vraiment l'infection. Et en plus, comme il y a du CO2 qui va se développer, clairement, ça va envahir toute votre pièce. Donc non, c'est vraiment très repoussant. Et donc du coup, ça peut être des saveurs, on va dire, un petit peu originales, qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais ça reste pas des saveurs qui vont nous repousser. Donc pas de risque avec les légumes fermentés. Quand vous laissez des légumes à température ambiante sans les chauffer pendant quelques semaines, soit ça fait une bonne fermentation et du coup voilà, ça sent quelque chose, soit ça rate complètement et c'est tout pourri. Pas de risque. La plupart des cas d'ailleurs ça réussit, mais bon, pour certaines raisons, par exemple si le légume est trop propre au départ, effectivement ça peut... Trop propre, pas assez frais aussi, s'il y a trop de mauvaises bactéries. Pas bio, pas assez bio. Pas de sel, trop de sel, pas de sel. Pas de sel. Mais vraiment, quand on a très peu de risques de s'intoxiquer, d'ailleurs, il n'y a aucune intoxication qui soit répertoriée à cause d'un légume fermenté. Parce que c'est vrai que cette odeur dont on parlait, c'est vraiment quelque chose... On a une espèce d'instinct en nous qui nous dit « ne mange pas ça ». Et personne n'a l'idée de le manger. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce qui n'est pas le cas avec d'autres types de conservation qu'on pourrait faire, comme les conserves de ratatouille, clairement, peuvent se rater s'il y a une mauvaise stérilisation. Il peut y avoir des bactéries qui se développent sans forcément que ça se sente. Voilà, parce que ça, c'est par exemple la bactérie qui cause le botulisme, notamment, et ça, c'est inodore, incolore et sans saveur. Donc, l'aspect est absolument parfait, ça ne sentira rien de spécial. Mais qui ne peut pas vivre dans un milieu acide. Oui, ce qui fait la fermentation lactique ne peut pas avoir normalement le botulisme. Voilà. Donc, quand vous ouvrez un bocal, si ça sent bon, ça peut sentir fort, mais ça doit sentir bon. Et si ça sent bon, c'est forcément que c'est devenu acide et que c'est réussi. Donc le risque, il est de 0. Alors, il y a très peu de techniques pour lesquelles le risque est de 0. Ce n'est pas 0,1 ou 0. Là, c'est vraiment 0, 0, 0. Voilà. Et puis là, on est au sujet de légumes et fruits. C'est vrai que dans les produits carnés, protéinés, conservés, peut-être on a besoin d'être un peu plus vigilant. Mais fruits et légumes, le pire de ce qui pouvait arriver, c'est la texture moche, ramollie. Peut-être l'odeur n'est pas le plus idéal, mais sinon, ça risque vraiment pas. Non, tout à fait. En restant aux végétaux. Ouais. On n'entend pas. Pour une fermentation, pour une fermentation de légumes, ça peut être plusieurs années. En fait, ça dépend du légume lui-même, parce qu'il y a certains légumes qui deviennent un peu mous à la longue. Je pense par exemple les courgettes ou les légumes comme ça qui contiennent beaucoup d'eau. Là, ça se conserve peut-être 1 mois ou 2. Mais par exemple, les grands classiques, le chou, les betteraves, les navets, les légumes racines, les carottes, vous pouvez garder ça 2-3 ans, voire même plus. Ça peut aller même plusieurs années. Oui. Après, tout est arbitraire. C'est vrai qu'avec le temps, conserver, c'est bien, mais conserver, il y a toujours une limite. À partir d'un certain moment, le goût devient effectivement moins intéressant, la texture devient moins intéressant, l'aspect visuel aussi commence à être vraiment très très moche et tout ça. Et voilà, sinon, sanitairement parlant, ça peut durer plusieurs années. Ouais. Mais comme du vin. Comme du vin. Voilà, le vin, au début, il est jeune, après, il a une apogée, puis au bout d'un moment, ça finit par être moins bon. Voilà. C'est exactement la même chose. Et en fait, on a perdu un peu ce savoir-là de distinguer le temps, le bon moment pour prendre sa conserve. C'est vrai que ça demande de faire beaucoup d'expériences. Oui, vraiment, c'est un peu empirique. C'est ça. Et si vous voulez manger ces aliments fermentés pour avoir le maximum de micro-organismes vivants, parce que les micro-organismes sont
reste vivant longtemps à l'intérieur du bocal. Mais c'est pareil, au début, ils se développent très rapidement. Après, il y a un plateau et ils finissent par décliner un peu. Il y en a beaucoup moins. Si vous voulez avoir le maximum de micro-organismes vivants, il faut le manger dans le mois qui suit la préparation. Et là, vous enrichissez votre microbiote de manière exponentielle, on va dire. C'est très lié avec le goût, quand le goût est vraiment ce goût acidulé, encore le parfum qui a un petit peu de éther volatile. C'est au moment où il n'y a pas autre chose. C'est là où il y a plus de micro-organismes et aussi le vitamine qui reste encore, parce qu'à un moment donné, la vitamine augmente, après ça diminue. Donc c'est vrai que ça dépend du volume aussi de l'eau, le contenant, mais en général, dans un mois ou peut-être 3 mois, c'est là où on peut bénéficier vraiment gustativement. Après, on entre dans un objectif de conservation d'aliments. Oui. Voilà, et à ce moment-là, le goût devient secondaire. Ouais. En général, on conseille de ne pas conserver plus d'1 an, puisqu'au bout d'un an, les légumes reviennent, la saison revient. Donc autant partir sur des nouveaux cycles de produits fermentés. Merci beaucoup pour cette discussion. Il y a eu cette phrase prononcée que pour que la fermentation réussisse, il faut que les légumes soient bons pour la fermentation. Et du coup, ma question porte là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, les légumes qu'on a dans les supermarchés, la plupart d'entre nous vont les acheter là, les légumes auxquels on a l'accès lorsqu'on vit en ville par la grande distribution sont bien pour la fermentation ou pas, et sinon qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Alors, oui, on peut très bien faire de la fermentation avec des légumes qu'on trouve dans le commerce, mais il faut être quand même vigilant. Premièrement, il faut privilégier les légumes bio, parce que les pesticides peuvent être des antibactériens ou des antifongiques qui peuvent compromettre la réussite de la fermentation. Et les pesticides peuvent, comme c'est des produits chimiques, qui peuvent interférer avec les différentes réactions chimiques du mécanisme de la fermentation. Et ça peut donner des goûts indésirables à la fin à votre produit. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'utiliser des légumes qui soient peut-être pas bio. On m'aurait menti sur la provenance du légume. Et j'ai eu des goûts de soufre parfois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Un goût de soufre ou des genres de goûts d'arrière-goût comme ça qui ne sont pas très agréables. Et ça peut être dû au légume qui n'est pas bio. Il faut aussi utiliser des légumes le plus frais possible. Dans un monde idéal, mais je sais que le monde idéal n'existe pas, mais dans un monde idéal, il faudrait moins de 24 heures entre la cueillette et la transformation. Donc pour les gens qui ont un potager, c'est vraiment là ils ont le monde idéal, parce qu'ils peuvent très bien faire ça. Pourquoi ? Parce que les micro-organismes qu'on utilise viennent de la terre dans laquelle a poussé le légume. Ils sont dans la terre, après ils vont sur le légume, et après ils vont dans notre bocal pour faire la fermentation. Oh, pardon. Et donc, si le légume est trop vieux, il a moins de micro-organismes. De même, les légumes poussés hors sol ne conviennent pas. Donc, il faut absolument un légume qui a poussé dans la terre. Mais les légumes bio sont toujours... Mais les légumes bio sont toujours poussés dans la terre, oui. Moi, j'ai un petit peu d'avis différent. Moi, j'attribue à la fermentation une grande vertu démocratique. C'est vrai que les légumes bio, c'est toujours mieux, j'imagine, au plan nutritivement et éthiquement, et tout ça aussi. Mais les légumes de commerce, comme ça, de supermarché, qui n'est pas forcément bio, selon mon expérience, ça a marché toujours. Ouais. C'est vrai que idéalement, c'est toujours que les légumes soient frais, que les légumes soient cultivés dans une meilleure condition, forcément, c'est meilleur aussi. Mais c'est vrai que la fraîcheur est importante. Mais personnellement, les légumes bio, c'est bien, mais je le rends pas indispensable.
Et que moi, que si j'aime bien la fermentation, c'est que parce qu'il y a cette facilité, le technique est vraiment très simple, et j'aimerais donner aussi cette accessibilité aussi à tout le monde, qu'on pouvait acheter de carottes, de radis, pas cher, qui n'est donc forcément pas vraiment biologique, et de le préparer avec les règles très simples, et que ça donne à la fin un aliment vivant. Moi, je vois là-dedans, il y a cette vertu de la fermentation qui ressuscite en quelque sorte les légumes qui n'étaient pas vraiment vivants, mais ces légumes, c'est vivant de toute façon. Ouais. Et voilà, donc moi, j'aimerais bien donner à la fermentation ce pouvoir de comment on dit, de remonter à la vie des légumes de supermarché. Ben oui, ce sont des légumes. Oui, voilà, il faut donner la chance. Et je pense que la fermentation est bien pour ça. Ouais. Donc, voilà. Il y a aussi le fait que la fermentation peut éliminer les pesticides. Jusqu'à certains niveaux, certains pesticides, la fermentation peut éliminer. Voilà. Et encore une fois, c'est un moyen de conservation vraiment accessible à tout le monde. Par contre, c'est vrai que la fraîcheur de légumes, qu'ils soient de bio ou supermarché, je veux dire, le culture industrielle, la fermentation, c'est important. Ouais. Et c'est toujours ces questions de niveau. C'est pour avoir le meilleur résultat, bien sûr, il faut utiliser meilleurs légumes, meilleure fraîcheur, bien sûr. Ouais. Quand on dit que c'est une méthode anti-gaspillage, c'est pas une méthode pour récupérer des vieux légumes qui traînent dans votre frigo depuis 15 jours, vous voyez. C'est une méthode pour, par exemple, on revient du marché, on a acheté trop de légumes, on en fermente une partie pour pouvoir les manger plus tard. Mais ce n'est pas une méthode pour rattraper des légumes un peu défraîchis, un peu utiliser le maximum de légumes de saison au lieu de jeter parce qu'on en a trop. C'est ça, exactement. D'ailleurs, il y a pas mal de maraîchers actuellement qui s'intéressent à cette technique justement pour traiter leur récolte. Quand ils ont une récolte trop abondante, ils ne peuvent pas vendre tout dans la foulée. Ils s'intéressent beaucoup à cette technique de lactofermentation pour pouvoir le conserver plus longtemps en les gardant vivants, en fait, ce qu'on disait. Parmi les différents modes de conservation, vous avez cité la ionisation. Est-ce que vous pouvez développer, expliquer cette technique et préciser à quel type d'aliments ça peut s'appliquer? Merci. C'est moi qui en ai parlé, je craignais qu'on me pose la question, vous voyez. Mais en même temps, j'ai préparé des notes. Parce qu'en effet, c'est une technique moderne. Alors, je vais lire la définition officielle. Elle repose sur l'exposition des denrées alimentaires à l'action de rayonnement ionisant électromagnétique qui a pour but d'augmenter la durée de conservation des aliments en éliminant les micro-organismes. Parce que finalement, on en revient toujours à ça. Alors, je pourrais lire tous les paragraphes. Mais sur le deuxième aspect de votre question, la liste des denrées alimentaires pouvant être traitées est limitée et concerne celles qui sont fréquemment contaminées et ou infestées par des organismes et leurs métabolites qui sont de nature à nuire à la santé publique, insectes, micro-organismes, pathogènes, etc. Donc je suppose que ça concerne les fruits et légumes, en tout cas. J'avoue que j'ai pas plus d'éléments pour vous répondre. Je ne sais même pas exactement, d'ailleurs, ce que ça représente sur la production. Voilà. J'ai le sentiment que c'est un procédé, peut-être que d'ailleurs des gens dans la salle le savent beaucoup mieux que moi, que c'est un procédé qui est encore assez rare et qui est, à mon avis, assez coûteux. Et d'ailleurs qui est rare pour cette raison. Je ne sais pas, encore une fois, peut-être que quelqu'un dans la salle a plus de... D'accord. Mais, et du coup, ioniser, en l'occurrence, par exemple, pour les pommes de terre, ça signifie à quel stade? C'est-à-dire qu'il y a la production, ça va dans une usine, et ensuite, on en fait quoi de ces pommes de terre?
la commercialisation et la mise en sachet, elles sont ionisées pour pas qu'elles germent tout de suite. D'accord. Voilà, parce que sinon, à la lumière et à l'air libre, ça germe assez facilement. D'accord. Mais après, avec le temps, l'effet ne fonctionne plus parce que si les germes sont à l'intérieur, ils reviennent et ils poussent. D'accord. Voilà. Voilà une discussion participative. Très bien, c'est plus de questions. On a fait le tour de... Non, on n'a sûrement pas fait le tour. Il est pile poil l'heure. Bon, alors, très bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. C'est très... Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.